Alors bonjour, Grégory Doucet, candidat Bonjour. écologique à la mairie de Lyon. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter et présenter votre projet pour la ville de Lyon, s'il vous plaît? Oui, ça risque d'être un petit peu long si je présente l'intégralité du projet, mais je peux me présenter. Donc, je m'appelle Grégory Doucet. Je suis, comme vous l'avez dit, le candidat des écologistes à la mairie de Lyon. J'ai 46 ans, j'ai 3 enfants. Je suis professionnel dans l'humanitaire. Je dirige, alors là pour le biais de la campagne, j'ai arrêté, mais je dirigeais les opérations pour une grande ONG française en Afrique de l'Ouest. J'ai fait ce métier pendant une vingtaine d'années et en particulier sur cette dernière fonction pendant une dizaine d'années. Voilà. Donc aujourd'hui je suis à la tête d'une alliance qui réunit les écologistes et 2 mouvements de gauche, la gauche unie et Lyon en commun. Notre programme, s'il devait tenir en un mot, en une phrase, il serait autour de la préservation du climat et de la biodiversité, que l'on veut traduire concrètement dans une ville, dans la ville de Lyon, ce qui veut dire travailler sur la question de la pollution, ce qui veut dire adapter la ville aux canicules, aux dérèglements climatiques qui avancent, qui progressent chaque année. Et voilà. Justement, vous avez parlé de votre alliance, de votre Europe Écologie Les Verts et de liste de gauche. Est-ce que vous ne craignez pas que cette alliance puisse refroidir une partie de votre électorat? Alors, une petite précision, juste, nous étions déjà allés au-delà d'Europe Écologie Les Verts, même si je suis issu de ce mouvement. Au premier tour, nous étions une liste des écologistes rassemblés, puisqu'il y a des représentants de Génération Écologie, d'Urgence Écologique, du Parti Pirate dans nos rangs. Donc on était déjà dans une famille écologiste, enfin des écologistes au-delà d'un seul parti. Oui, certains pensent que l'Alliance peut nous desservir. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est d'abord que ces mouvements nous aient reconnus et eu envie de s'associer à notre projet. On n'a pas eu de discussion, on n'a pas eu besoin d'avoir des très très longues discussions programmatiques lors des discussions avec nos partenaires. La nécessité d'agir vite sur la question climatique, elle est reconnue aujourd'hui par tout le monde, en tout cas dans notre alliance, elle est reconnue par tout le monde, c'est ça l'essentiel. Et c'est bien le projet que nous présentions déjà aux Lyonnais au premier tour qui est aujourd'hui porté par ce rassemblement. Puisqu'on est sur le sujet des alliances, vous la voyez venir, Oui. qu'est-ce que vous pensez, une petite réaction à ce que vous pensez de l'alliance entre La République En Marche, Gérard Collomb notamment, et les Républicains à la métropole et aussi à Lyon? C'est une alliance qui aujourd'hui a du mal à dire quel est son projet politique. Ça semble être d'abord une alliance des conservatismes avant d'être une alliance qui porte un projet. Ils se sont opposés au premier tour, se déclarant très différents, se démarquant régulièrement. Aujourd'hui, ils sont alliés, ce qui semble véritablement faire le ciment entre eux, c'est de s'opposer à nous. Ce qui est très surprenant aussi, dans la mesure où, au premier tour, toutes les listes, tous les mouvements politiques ont parlé d'écologie du matin au soir et du soir au matin. Et là, aujourd'hui, l'écologie que nous incarnons est devenue l'ennemi à abattre, le péril, le plus grand péril. Donc on nous affuble de beaucoup de termes. Pour autant, pour moi, ça ne reflète que le vide, la vacuité même du projet politique de nos opposants. Aujourd'hui, moi, je ne sais pas ce qu'ils défendent. Vous disiez justement que c'était une liste anti-écologiste. On peut s'interroger, se demander pourquoi serait-on anti-écologiste? L'écologie est quand même un sujet qui nous concerne tous, qui concerne le monde entier. Est-ce que justement, comme vous le disiez, ils en ont tous parlé au premier tour, est-ce que l'écologie ne serait pas justement devenu un prétexte pour gagner des voix? Est-ce que ce ne serait pas un effet de mode finalement pour rallier une partie des écologistes? C'est sans doute ce qu'ils pensaient. Enfin, c'est sans doute ce que beaucoup pensent aujourd'hui. Après, l'écologie politique que je pratique, que nous sommes nombreux à pratiquer, c'est aussi une pensée du monde, globale, qui embrasse toutes les problématiques locales, bien sûr, mais aussi globales, planétaires. Et on peut se réclamer de l'écologie, on peut se dire écologiste et faire de l'écologie. Pour autant, à l'heure de certains choix cruciaux, quels sont les arbitrages qui sont rendus ?
Est-ce que ce sont des arbitrages en faveur du bien commun, en faveur de la préservation du climat, de la biodiversité, ou ce sont des acquis, des intérêts particuliers qui sont défendus? Vous savez, aujourd'hui, je pense que les alliances qui se sont réalisées là pour ce deuxième tour des municipales l'illustrent assez bien. Je pense qu'on est dans un temps de recomposition politique. La lecture droite-gauche, qui nous a longtemps été, à laquelle nous sommes habitués en quelque sorte, n'est plus assez fidèle à ce que doit être, à ce qu'est le monde aujourd'hui, et pour expliquer véritablement comment s'organise l'échiquier politique. Moi, je préfère la lecture du philosophe Bruno Latour qui parle des terrestres et des non-terrestres. Les terrestres étant ceux qui reconnaissent la finitude du monde, les limites des ressources, les non-terrestres étant ceux qui pensent qu'il peut y avoir une croissance infinie, que les ressources sont infinies et qu'on peut continuer à consommer. Voilà. Alors forcément, un certain nombre de ces tenants de ce projet non terrestre ont aujourd'hui ont des acquis qu'ils souhaitent défendre, ont des places, ont des postes. Voilà. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Quand je vous parle de l'alliance des conservatismes en face de nous, c'est de ça dont il est question. C'est des gens qui refusent d'accepter les limites du monde et qui pensent qu'on peut toujours aller plus loin. Voilà. Il me semble que cette pensée n'est pas raisonnable. Aujourd'hui, on doit avoir, me semble-t-il, et c'est le projet que je défends, on doit avoir des pratiques qui sont raisonnables. Ça veut dire la pollution, non, la pollution, il faut enfin s'y attaquer. Le dérèglement climatique, non, il ne faut pas attendre d'avoir le climat d'Alger pour commencer à bouger. Voilà, tous ces sujets-là sont à prendre à bras le corps aujourd'hui, parce que vous le savez, il y a urgence. Et comme vous le disiez dans votre question, l'écologie devrait tomber sous le sens. Mais non, elle ne tombe pas sous le sens. Parce que quand il s'agit de faire des vrais choix, là, on voit véritablement où les gens se situent. C'est ce qui s'est passé avec le gouvernement. Le gouvernement a fait beaucoup d'annonces. Notre président de la République nous disait qu'il allait make the planet great again. Pour autant, quand il s'agit de choisir sur certains sujets très précis, les arbitrages ne sont pas rendus en faveur de la planète. Ils sont rendus en faveur d'intérêts particuliers. Quand on laisse Total importer massivement de l'huile de palme pour faire de l'agrocarburant, on sait ce qu'on fait. On sait ce qu'on fait à ce moment-là. On sait qu'on contribue à la déforestation en Asie du Sud-Est, en Malaisie, en Indonésie, etc. On le sait, c'est connu, c'est établi maintenant. Donc quand on prend cette décision-là, on ne prend pas une décision en faveur ni du climat, ni de la biodiversité, ni globalement, ni de la planète. Donc après, on peut dire ce qu'on veut. On peut dire ce qu'on veut sur le fait qu'on est le plus grand défenseur de la planète. Dans les faits, ce n'est pas vrai. Or, je crois qu'aujourd'hui, qu'il faut pouvoir juger des responsables politiques sur la base, les évaluer sur la base de ce qu'ils font avant de les juger sur la base de ce qu'ils annoncent. Donc, il n'y a pas que cette droite conservatrice face à vous, il y a aussi le candidat Képénékian qui, il y a une semaine, au micro de Lyon Capitale, avait dit qu'il était la voix juste face à une droite conservatrice incarnée par Laurent Wauquiez et un écologisme qui a des relents gauchisants. Est-ce que vous pensez que vous faites de l'écologisme qui a des relents gauchisants? Qu'est-ce que vous pensez de ces propos? Vous savez, moi j'ai eu des discussions avec Georges Képénékian dans l'entre-deux tours. Quand on a parlé programme, lui-même reconnaissait que les écarts entre nos programmes n'étaient pas si importants que ça. Et qu'il pouvait tout à fait se reconnaître dans le contenu de notre proposition politique. La proposition politique, elle est toujours portée par moi. C'est moi le candidat. Je suis un écologiste. J'étais déjà là au premier tour. Je suis celui qui se présente au deuxième tour. Sur les 9 arrondissements de la ville de Lyon, toutes les têtes de liste sont des écologistes. Vous allez me dire ce qui a changé ? Est-ce que notre programme a changé? Non. Est-ce que les gens qui les portent ont changé? Non. Nous avons incorporé des sensibilités, oui, de Lyon en commun, oui, de la gauche unie. Nous avons incorporé des compétences, celles de Nathalie Perrin-Gilbert, celles de Sandrine Rullel, qui sont des élus actuels, qui ont bien sûr des divergences, qui ont connu des divergences avec Georges Képénékian dans un passé même encore récent. Pour autant, est-ce que incorporer un certain nombre de personnes qui ont des qualités nous a fait changer radicalement les orientations politiques dans notre proposition politique? Mais bien évidemment que non. Tout ça, c'est du chiffon rouge ou du chiffon vert, appelez ça comme vous voulez, qu'on agite pour exister politiquement. Mais bien sûr, c'est normal, on est dans une campagne. Voilà. Pour autant, moi, nous avons annoncé quel était notre programme, la direction, elle est claire, la vision, elle est claire.
elle n'a pas changé entre le premier et le deuxième tour. Donc vous niez complètement les propos de Georges Képénékian. Mais elle n'engage que lui. Je ne sais pas à me justifier sur sa vision, sur sa façon de voir les choses. Moi, je vous dis, moi, ce que je défends. D'accord, très bien. Tout à l'heure, vous parliez de recomposition politique, ce ne sont pas vos termes exacts, mais de clivage droite-gauche qui est en train de disparaître. En quelque sorte, Europe Écologie Les Verts, on l'a vu avec les européennes, et là on le voit encore avec les municipales, et notamment le premier tour où votre parti a fait d'excellents scores. Est-ce que vous pensez que Europe Écologie Les Verts peut créer la surprise au présidentiel, ou est-ce que ces bons résultats vont rester plutôt, disons, pour des élections plus minimes et plus locales, on va dire ? Plus minime, non. L'élection plus minime, municipale mais est plus, fondamentale. moins Non, mais bien importante, sûr, dirons-nous. non, je vous reprends, je vous taquine. Là, vous êtes en train de me poser des questions de prospective politique. Moi, je reste concentré sur l'élection municipale. C'est ce qui m'importe aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que la demande d'écologie, l'envie d'écologie, il vient rencontrer le besoin d'écologie. Je veux dire, le réchauffement climatique, il n'est pas du fait des écologistes, il est là. L'épuisement du vivant, de la biodiversité, il n'est pas du fait des écologistes, elle est là. Cette question, elle est là devant nous. Vous savez, si en Europe de l'Ouest, quand vous savez que les 2/3 des arthropodes ont disparu en 20 ans, les arthropodes, c'est notamment les insectes, c'est pas parce que les écologistes ont été pulvérisés des pesticides un peu partout pour gagner des voix. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que notre mode de vie, c'est celui-là qui est en cause. Et celui-là qui est défendu par ceux que j'appelais tout à l'heure les conservateurs, les non-terrestres, voilà. Donc oui, cette attente, ce besoin d'écologie, il est reconnu aujourd'hui. Il s'exprimera assurément en 2022. Sous quelle forme, je ne le sais pas encore. Et là-dessus, je ne suis pas devin. Et je vous avoue que ma priorité étant de faire entrer Lyon en transition, donc là pour l'instant de mener campagne, et demain, je l'espère, de pouvoir faire, c'est ça qui m'importe. Vous savez, je suis rentré en politique, je l'ai rapidement dit tout à l'heure, je suis humanitaire de profession, donc je ne suis pas entré en politique parce que je m'imaginais faire carrière, sinon j'aurais commencé bien plus tôt, comme certains. Non, ce qui m'importe, moi, c'est de faire. L'urgence climatique, elle est là, elle est devant nous. Donc, il y a quelques années, je me suis fait une réflexion, je me suis dit dans quel camp tu veux être, dans quel train tu veux monter. Et pour moi, ce choix-là, il était un peu équivalent à celui que certains, en France notamment, ont pu faire en juin 40. Voilà. Quel choix on fait ? Est-ce qu'on s'engage pour essayer d'aller dans la direction qui nous semble être la direction juste, voilà, sans avoir la garantie que ça d'aller au succès au bout, mais au moins on est en accord avec ses convictions. Ou est-ce qu'on préfère renoncer et se dire finalement les plus forts ont gagné, alors autant s'y soumettre. Non. Moi, je préfère être du côté de ceux qui sont les justes, parce que je pense que c'est ça que l'écologie défend aujourd'hui. Et on doit essayer de s'adapter au changement climatique, on doit essayer de le freiner, ça c'est fondamental. On ne peut pas accepter la pollution comme une fatalité, comme si la pollution était une conséquence normale du développement. Pas du tout. La pollution, c'est une conséquence néfaste contre laquelle il faut lutter. Et c'est pas nouveau. La pollution dans les grandes villes comme celle de Lyon, elle n'est pas apparue l'année dernière. Ça fait des années qu'on se traîne ce problème, qu'on se traîne ce fléau. Vous savez, l'école Michel Servet, dont vous avez certainement entendu parler, qui est à la sortie du tunnel de la Croix-Rousse, dans cette école, les enfants pâtissent de la pollution depuis des années. Alors, il y a eu quelques aménagements qui ont été faits. Il n'empêche que vous trouvez que c'est normal d'avoir construit un monde où nos enfants ne peuvent pas aller dans une cour de récréation parce que l'air est trop pollué. Quel monde avons-nous construit pour en arriver là ? Donc, alors, c'est là où les arbitrages dont je parlais tout à l'heure sont importants à réaliser. On choisit de faire quoi ? On choisit le bien-être de nos enfants ? Ou que chacun puisse continuer à utiliser sa voiture individuelle ? Ah, comment est-ce qu'on arbitre ça ? C'est-à-dire, il y a un intérêt commun, collectif, général, versus la somme d'intérêts particuliers. Bon. Il y a des voies moyennes pour régler tout ça. Si je prends cet exemple très concret, eh bien, nous, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, on a 2 fois 2 voies dans le tunnel de la Croix-Rousse. Eh bien, on va ramener ça à 2 fois 1 voie pour avoir une voie de bus dédiée, pas seulement dans un sens, mais dans les 2 sens, pour avoir une offre de transport qui soit meilleure, qui permette aux gens qui aujourd'hui n'ont pas le choix,
que de prendre leur véhicule individuel, puissent avoir une alternative à la voiture. Voilà. Et ça s'appelle le transport en commun. Et c'est très bien. Et le transport en commun a justement la vertu d'être en commun et d'être bon pour le bien commun. Voilà. Vous voyez, les alternatives, elles existent. Elles ne sont pas si compliquées. Par contre, il faut un petit peu de vision politique et de courage politique pour dire voilà, c'est comme ça qu'on va aller. C'est dans cette direction qu'on va aller. Alors, vous Je parlez suis très long dans mes réponses et je m'en excuse, mais j'en profite pour... Vous me posiez des questions sur mon programme tout à l'heure. J'en profite pour justement l'évoquer dès que je le peux. Il n'y a aucun problème. Vous parliez justement de transport en commun. Alors moi je suis de la campagne, donc là on est en ville, donc je ne peux pas vous poser la question comment faire quand on est à la campagne et qu'on a absolument besoin de sa voiture. Mais dans votre programme, vous souhaitez rendre les transports gratuits pour les personnes avec des faibles revenus, je pense notamment aux étudiants de moins de 25 ans, aux chômeurs et aux emplois précaires. Pourquoi cette mesure ? Parce que le coût du transport ne peut pas être une raison pour ne pas prendre un transport en commun. Voilà, tout simplement. Tout le monde doit pouvoir prendre les transports en commun. C'est un bien commun. Voilà. Donc si vous n'avez pas les revenus, il faut qu'il puisse vous être accordé. Enfin, le transport doit pouvoir vous être accordé gratuitement. C'est ce qu'on appelle une tarification sociale en fait des transports en commun. Ça nous semble être simplement une mesure juste. C'est aussi une sorte de terrain d'entente entre le transport complètement gratuit et le transport payant pour tous. C'est pas un terrain d'entente, c'est pas une voie moyenne, c'est ce qui nous semble aujourd'hui le plus juste. Vous devez pouvoir prendre les transports en commun, qui que vous soyez. Donc si vous pouvez les payer, vous les payez. Si vous n'avez pas les moyens de les payer, eh bien vous ne les paierez pas. Voilà. C'est une mesure d'équité sociale, si vous voulez. Mais l'écologie, c'est aussi ça. C'est penser le bien commun. Et comment est-ce qu'on traduit le bien commun dans la vie de tous les jours, sur un sujet aussi pragmatique que la question des mobilités. Voilà. Le bien commun, c'est permettre, par exemple, puisqu'on parle des transports en commun, que tout le monde puisse les prendre, mais que la fréquence des transports en commun soit plus importante, de manière à ce qu'on ait aussi un niveau de confort qui soit satisfaisant dans les transports en commun, que les amplitudes horaires soient plus importantes. Puisque vous êtes étudiant, je pense que ça vous intéressera de l'entendre, mais parmi les mesures que l'on envisage pour permettre un plus grand confort dans les transports en commun, on veut étaler la fréquentation dans les transports. Et pour ça, il faut travailler avec les universités, notamment, puisqu'on sait que les étudiants utilisent énormément les transports en commun. Mais si vous conservez les horaires, si les étudiants ont les mêmes horaires que les salariés, les fonctionnaires, etc., ça veut dire que tout le monde est dans les transports en commun en même temps. Donc vous avez des pics de fréquentation importants qui rendent le transport beaucoup moins confortable. Donc autant que possible, travaillons sur le temps, les temps partagés. Voilà, le temps c'est quelque chose qu'on partage tous. Donc comment est-ce qu'on fait pour que cette donnée-là, elle puisse être bien utilisée aussi ? Eh bien, en ayant des horaires différenciés pour les étudiants, par exemple, par rapport à certains salariés, eh bien, vous faites en sorte d'étaler la fréquentation des transports en commun. Donc vous voyez, des solutions concrètes et simples, elles sont à notre portée, ces solutions. Voilà, il faut les amener, il faut les discuter, et derrière, on pourra faire de l'écologie pragmatique. J'aime pas utiliser, moi, des épithètes ou des attributs au mot écologie parce que je n'en ressens pas le besoin. Mais voilà, l'écologie, c'est aussi être dans le quotidien des gens. Puisqu'on est sur le sujet des transports et du déplacement à Lyon, quelle place pour la voiture et pour le vélo sur les routes de Lyon ? Quelle place pour les modes doux, en fait ? La vraie question, elle est sur les modes doux, pas uniquement le vélo, hein, elle est aussi sur la place qu'il faut attribuer aux piétons. On est tous des piétons avant d'être des cyclistes, des automobilistes, voilà. On est tous d'abord des piétons. Et donc, de fait, c'est surtout aux piétons qu'il faut d'abord penser. Donc, il y a énormément de trottoirs aujourd'hui à Lyon qui ne sont pas assez larges. Et on le voit, on en a besoin d'ailleurs pour assurer une distance physique. Là, en situation de post-Covid. Donc on a besoin d'avoir partout des trottoirs qui soient suffisamment larges, qui soient confortables, où on puisse, qui nous permettent de nous déplacer bien dans la ville, confortablement. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les trottoirs doivent être ombragés, donc il faut végétaliser la ville. Les trottoirs doivent être équipés de bancs pour qu'on puisse à un moment se reposer, parce que
Il y a notamment des personnes âgées qui ont envie de pouvoir se déplacer dans la ville, mais qui ont besoin, au bout de quelques centaines de mètres, de pouvoir s'asseoir, se reprendre leur souffle, de se reposer ou tout simplement de profiter de la ville. Ce sont des rues ou des trottoirs équipés avec des fontaines. Parce qu'en été, on sait qu'il fait très chaud dans cette ville. Il y a les canicules, elles sont déjà là. Et on ne va pas les arrêter d'une année sur l'autre. Donc voilà. Donc avec un équipement urbain qui redonne tout le confort et le plaisir de la marche, ça c'est important. Avec une signalétique aussi dans la ville. Parce que vous la connaissez, mais des tas de gens sont amenés à venir à Lyon sans forcément connaître très très bien les rues. Alors évidemment, on a tous beaucoup ont un smartphone avec un GPS aujourd'hui, mais bon, voilà, pour déambuler dans la ville et chercher tel ou tel lieu, avoir une signalétique appropriée, aujourd'hui c'est important. Donc vous voyez, rendre la ville 100% marchable, et quand je dis marchable, c'est avec tout le confort que ça implique, pour moi c'est fondamental. Ensuite, il faut la rendre 100% cyclable. C'est-à-dire que les modes de déplacement vertueux soient priorisés. C'est ça qui est important. Je ne suis pas pour interdire la voiture, je suis pour... C'est-à-dire la voiture, c'est un mode de déplacement individuel, voilà, et pas collectif par nature. Donc, bien sûr, c'est possible. Mais quand ça devient la norme, de déplacement, on en connaît toutes les conséquences. D'abord, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espace pour le commun, pour le public, l'espace public. Aujourd'hui, l'espace public, il est essentiellement monopolisé par la voiture. Où sont les espaces de rencontre? Où sont vraiment les espaces communs? Ils ont été réduits. D'où l'importance de redonner du commun en donnant plus de place, je l'ai dit, aux piétons et puis demain aux vélos. Alors concrètement, ça veut dire, c'est un réseau express vélo, c'est un double sens cyclable partout, c'est réduire la vitesse de circulation des voitures pour apaiser aussi, pour rendre plus sûre la ville. Tout ça, c'est important. Oui, j'en ai profité pour glisser quelques éléments programmatiques. En effet. Et justement, je vais vous poser une question concrète sur un sujet très particulier. Vous avez parlé des canicules à Lyon. Il y a une place en particulier où il fait très chaud et où le soleil tape l'essentiel de la journée, c'est la place des terreaux. Est-ce que vous, maire, serez synonyme de nouveau des travaux sur la place des terreaux? Elle vient d'être faite, non mais elle vient d'être faite, c'est ridicule. Il y a des tas d'autres endroits dans la ville où on a besoin de travailler sur les aménagements, où c'est encore possible. On ne va pas, sous prétexte de faire un symbole, recasser la place des terreaux sur laquelle on vient d'investir des millions d'euros. C'est pas censé. Moi je suis quelqu'un de raisonné, de raisonnable. L'argent public il doit être dépensé de manière, avec rigueur, avec raison, donc c'est pas là qu'il faut le mettre. De la même façon, si vous m'aviez interrogé sur le cours Lafayette, parce que vous parlez des terreaux, mais les terreaux, c'est une surface relativement limitée. Prenez le cours Lafayette. Il est long le cours Lafayette. Il vient d'être fait, il n'y a pas très longtemps, et vous avez vu à quel point il a été minéralisé ce cours. Il y a quelques arbres qui ont été plantés face nord, qui ne vont pas donner beaucoup d'ombre en été. Quand on sera en temps de canicule, je doute qu'il y ait une circulation piétonne très importante sur ce cours. Tout simplement parce qu'on l'a pensé sans envisager les évolutions, les bouleversements climatiques, le bouleversement climatique qui est devant nous. Mais bon, il y a bien d'autres endroits dans la ville où là, on n'a pas seulement encore la possibilité, mais on a besoin d'agir. Prenez le quartier de la Pardieu dans le 3e arrondissement, qui est en train d'être refait. Bon, il y a des choses qui ont été lancées. On va pas tout arrêter, mais par contre, il y a encore beaucoup de choses à faire pour aménager. Pendant la campagne du premier tour, j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer. La rue Bouchu, qui va de Garibaldi jusqu'à Vivier-Merle. Cette rue Bouchu, là, dans le projet, il est prévu de l'ouvrir à la circulation automobile. Et nous, on dit non, on ne va pas l'ouvrir à la circulation automobile. Pourquoi? Parce que sinon, si vous fluidifiez le trafic pour aller encore vers la Pardieu, vous allez faire quoi? Vous allez donner encore plus d'encouragement aux habitants, et même, pas seulement aux habitants de Lyon, mais aussi à ceux qui viennent en voiture de plus loin, à prendre leur voiture. Alors que c'est pas ça qu'il faut. Il faut encourager les gens plutôt à utiliser d'autres modes de transport. Donc la rue Bouchu, on en fera une forêt urbaine. Voilà. Plutôt que d'en faire une rue ouverte pour les véhicules, on va la végétaliser massivement. Donc, vous voyez, je ne vais pas mettre de l'argent public pour casser les terreaux, mais on va utiliser l'argent public dans les opérations qui sont en cours ou à faire pour là montrer le bon exemple et justement davantage végétaliser, réduire la place de la voiture, offrir plus d'espace de place au déplacement en mode doux. Vous disiez qu'il faut végétaliser avec intelligence.
Justement, il y a eu un micro-scandale, on va dire récemment, un micro-scandale lyonnais, dirons-nous, quant au bac à fleurs qui avait été installé à proximité de la place des terreaux, d'ailleurs, il me semble, et qui avait été complètement inutile, puisque sous prétexte de végétaliser, ils empêchaient complètement les piétons et les voitures et les bus de circuler. La voie cyclable, ils ont été posés sur la voie cyclable. Excusez-moi. Donc est-ce que ça prouve pour vous que Gérard Collomb a essayé de végétaliser juste pour paraître écolo, mais qu'il n'a pas compris le fond du problème? Je ne vais pas commenter l'initiative au sens d'une manière politicienne, c'est pas ça qui m'importe. Bon. Mais c'est vrai que voilà, c'est tout sauf ce qu'il faut faire. Là, en l'occurrence, c'était une opération de nature plutôt, on va dire, d'affichage, voilà, qui a coûté en plus beaucoup d'argent. Alors, il y a certains endroits plantés sur des bacs, ça peut être nécessaire. Mais en l'occurrence, la végétalisation, elle doit se faire prioritairement en pleine terre. Pour deux raisons. D'abord parce que, du coup, ce que vous plantez est planté durablement. Dans un bac, ça coûte cher à entretenir un bac. Il faut changer les végétaux régulièrement, il faut ramener de la terre, etc. Voilà. Un arbre, une fois qu'il est implanté, en général, il s'implante durablement et tout seul, au bout de quelques années. Voilà, une fois qu'il est implanté, il est là pour très longtemps. Et puis le sol nu, c'est un sol qui respire. C'est un sol où il y a de la vie. C'est aussi un sol qui va dégager de l'évaporation en été. Et donc qui va contribuer à rafraîchir la ville. Donc les arbres, quand on les plante, il ne faut surtout pas les enfermer dans du granit ou du béton. On parlait de la Part-Dieu juste avant. C'est ce qui s'est produit à la Part-Dieu. À la Part-Dieu, dans la rénovation qui est en cours, là, on a planté quelques arbres. Mais je peux vous assurer, ils sortent par des trous qui font 30 cm de diamètre. Et tout autour, c'est du granit. C'est le trottoir. Qu'est-ce que ça va créer, ça, en été? C'est un îlot de chaleur, c'est tout. Donc l'arbre, il va peut-être survivre, et encore, vu qu'il va faire très chaud parce qu'il va avoir un sol qui va lui réverber de la chaleur par le bas. Donc en plus, ça va être un arbre qui va avoir probablement du mal à pousser dans de bonnes conditions. En tout cas, il va falloir lui déverser probablement des hectolitres d'eau en été pour qu'il survive et qu'il pousse. Donc c'est sur le plan, là pour le coup écologique au sens scientifique du terme, c'est complètement une aberration. On a besoin d'avoir des sols nus pour planter. Donc les bacs à fleurs ou les bacs à végétaux, c'est tout. Enfin, c'est l'ultime solution, c'est celle à laquelle on doit avoir recours quand on n'a vraiment pas le choix. Mais sinon, c'est du sol nu. C'est la solution de facilité en quelque sorte. C'est la solution quand on a besoin de mener une opération rapide. C'est pour ça que je vous parlais d'affichage tout à l'heure. Vous parliez de végétaliser la Part-Dieu avec une forêt urbaine. Et si je ne me trompe pas, dans votre programme, vous parlez aussi d'une forêt urbaine vers Fourvière. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Alors, on a l'intention de réaliser le deuxième poumon vert de Lyon. Hein, on a la tête d'or là, sur les trams de Fourvière, en s'assurant d'une continuité d'un couvert végétal. C'est 80 hectares qu'on peut couvrir. Alors il en existe déjà pas mal, puisqu'il y a déjà beaucoup de végétaux, enfin d'arbres. Mais l'idée, c'est d'assurer la continuité pour qu'il y ait ce qu'on appelle une trame verte. Vous savez, c'est important les trames vertes dans les zones urbaines, puisque ça permet notamment à la biodiversité, enfin à la faune, de pouvoir se déplacer de manière continue, de pouvoir mieux se nourrir. Donc les trames vertes, c'est redonner la possibilité aux insectes de se développer, aux oiseaux de nicher et donc de se développer, etc. Donc proposer un deuxième poumon vert pour la ville, c'est aussi investir dans la biodiversité. Après le premier tour, vous partiez clairement favori avec vos 28%. Est-ce que vous pensez que le décalage qu'il y a eu entre le premier tour et le second tour à cause de la crise sanitaire aurait pu changer la donne au final? Difficile à dire. La crise sanitaire, pour certains, a été un élément qui les a encore plus convaincus de la nécessité d'investir dans l'écologie, de faire de l'écologie au quotidien. Hein. On sait, pendant cette crise, beaucoup se sont aussi, nous sommes tous d'ailleurs, recentrés un peu sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quand même la vie, c'est quand même la protection des vivants, les solidarités, tout ça, et autant d'éléments que nous défendons. Plus pragmatiquement même, vous voyez, la ville, la métropole ont mis en place ce qu'on appelle de l'urbanisme tactique, c'est-à-dire des pistes cyclables temporaires. Bon, c'est bien la preuve que le vélo en ces temps est fondamental. Les déplacements en vélo est important. Donc
pour une part, oui, on va dire que ça a crédibilisé encore nos propositions, mais on sait aussi qu'une crise sanitaire est génératrice d'anxiété, d'angoisse, de peur. Et parfois, l'angoisse vous conduit à faire des choix plutôt conservateurs. Bon. Donc, qui peut aujourd'hui savoir comment va se dérouler le deuxième tour? Quelles vont être les conséquences de la crise sanitaire sur l'élection municipale? Je ne lis pas dans une boule de cristal. Je ne sais pas. Mais je fais campagne. Pour moi, l'important, c'est de faire campagne. C'est de continuer à expliquer, de chercher à convaincre, c'est de donner à voir, de donner à comprendre. Alors justement, ce deuxième tour se passe encore une fois dans des circonstances assez particulières. Est-ce que finalement, le maire à venir sera vraiment légitime, étant donné qu'on ne saura jamais si c'est à cause du coronavirus ou que l'abstention aurait été record de toute façon, mais le fait est qu'elle a été record, cette abstention, une nouvelle fois. Oui. Est-ce que c'est vraiment démocratique tout ça? Est-ce que finalement, le maire à venir sera vraiment légitime, étant donné qu'une bonne partie des citoyens lyonnais n'ont pas été votés? Attendons de voir l'abstention au deuxième tour avant déjà de conclure quoi que ce soit. Aujourd'hui, les mesures de protection qui sont prises, qui sont prévues pour assurer des conditions de vote en sécurité pour tout le monde, sont déjà connues, sont déjà divulguées. On sait qu'on pourra aller voter en se lavant les mains, que ce soit avec du savon ou du gel hydroalcoolique, qu'il y aura la distance physique qui sera assurée. Bon. Et puis on le voit, a priori, on est vraiment sur la fin de l'épidémie, semble-t-il. Il ne faut pas crier victoire trop vite, bien sûr, mais il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont de nature à rassurer sur les conditions de vote. Beaucoup de gens aujourd'hui sont aux terrasses de café, vont faire leurs courses, tout en faisant attention, bien sûr. Mais on voit qu'on a repris une vie ordinaire, pas tout à fait, mais en tout cas une vie ordinaire avec quelques ajustements qui nous permettent de vivre correctement. La vie démocratique n'a pas vocation à être mise entre parenthèses. Aujourd'hui, on sait organiser un vote dans de bonnes conditions. Ça, c'est fondamental. Moi, j'espère que le taux d'abstention sera plus faible au deuxième tour. Et puis, il y a quand même beaucoup de gens qui se sont déplacés pour aller voter au premier tour. Ne l'oublions pas. Donc la légitimité, la légitimité notamment des scores du premier tour, elle est quand même assez forte, me semble-t-il. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui peut-être ont peur de voter trop écolo et que l'écologie et l'économie, le côté économique et social passent à côté au détriment de l'écologie? Qu'est-ce que vous répondriez aux gens qui ont peur de voter trop écolo et que l'écologie passe au-dessus de tous les problèmes sociaux, par exemple? Je me suis mal exprimée, mais je crois qu'on a compris l'essentiel. Je comprends le sens de votre question. Un chef d'entreprise aujourd'hui qui engage son entreprise dans la transition écologique, qui fait attention à la façon dont ses salariés sont rémunérés, qui a une approche responsabilisante, qui va donner la possibilité à ses salariés d'avoir une voix dans les décisions stratégiques de l'organisation, une entreprise qui va faire attention à sa consommation d'eau, d'électricité, à la gestion de ses déchets, qui va avoir adapté son outil de production pour avoir une production vertueuse pour la planète. Je vous la fais brève, une entreprise responsable. Est-ce que vous allez lui poser la question, est-ce que vous faites le choix entre l'écologie et l'économie? Non. Tout ça, c'est réconciliable. L'écologie, ce n'est pas à opposer à l'économie. C'est avant tout une façon d'envisager le monde. Voilà. La question, c'est comment est-ce que demain, on peut avoir une économie qui est vertueuse, qui est responsable? C'est ça la vraie question. Et je crois, moi, qu'on peut avoir une économie vertueuse et responsable tournée vers le bien commun. C'est ça qui est important. Mais pour ça, il faut donner de la visibilité, donner de la vision politique pour que les entreprises sachent dans quelle direction aller. Et il faut aussi, pour un certain nombre d'entre elles, les accompagner. Ça se fait dans le dialogue. Moi, je l'ai fait, de discuter avec des entrepreneuses, des entrepreneurs. Beaucoup sont prêts à aller dans la transition, à s'engager dans la transition. Mais bien sûr, à chaque fois que vous proposez un changement, il y a des résistances. C'est normal. Voilà.
les résistances, il faut en discuter, il faut trouver des solutions pratiques, concrètes. Voilà. Je comprends qu'il y ait des entreprises aujourd'hui qui aient des difficultés à faire évoluer leur mode de production. Et parfois, la solution, elle sera à chercher dans la science ou dans la technique. Parfois, elle sera à chercher dans l'organisation. Parfois, elle sera à chercher dans carrément une redéfinition peut-être de l'objet de l'entreprise. Tout ça, ça va prendre du temps. Donc, moi, je parle de transition, je ne parle pas de grand soir ou de révolution qui va d'un seul coup faire disparaître tout un tas d'entreprises. Non. Mais par contre, voilà, il faut comprendre qu'on doit changer. C'est impératif. Le bouleversement climatique, l'épuisement de la biodiversité ne nous laisse pas le choix. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait face à ça quand on est entrepreneur ou entrepreneuse, quand on a compris que ça allait arriver, qu'est-ce qu'on fait? On attend que ça nous tombe dessus? Et puis il nous restera nos yeux pour pleurer? Non? Ou on anticipe? Anticiper, c'est ça gouverner, c'est anticiper. Et quand on est responsable d'une entreprise, on a avant tout cette responsabilité de penser la stratégie de son organisation en fonction d'un contexte et de son évolution. Ça, n'importe quel responsable d'entreprise le sait. Voilà. Et devrait déjà se préparer à la transition, parce qu'elle est inéluctable aujourd'hui. Donc la question, c'est de savoir à quelle vitesse on veut la faire. Et on sait très bien que si on va trop doucement, on subira des conséquences qui nous la rendront encore plus compliquée par la suite. Donc voilà, engageons-nous avec enthousiasme et ferveur et une vraie volonté, et on pourra la faire pour produire du bien-être, et c'est ça qui est important. Une dernière question très précise. Pour préparer cette interview, j'ai lu quelques commentaires sous vos posts Twitter par exemple, et j'ai pu lire, je ne sais pas si ce sont des commentaires très, très intéressants, mais j'ai pu lire que certaines personnes trouvaient votre projet de tramway numéro T7 reliant la Bellecour et Pardieu, si je ne me trompe pas, inutile puisque le métro E prévoyait a priori de déjà relier ces deux stations. Qu'est-ce que vous leur répondez? Est-ce que ce ne sera pas le même trajet, ou est-ce que, au cas où le métro E relierait vraiment Pardieu et Bellecour, le tramway T7 ne se ferait pas? Vous savez, pour faire le T7, là aujourd'hui, il faut rajouter 800 mètres de voies, simplement, en s'appuyant, en utilisant, en optimisant une partie de la ligne T1. Voilà. 800 mètres de voies. Ça se fait dans le cadre de la mandature. Donc ça permet d'avoir une réponse dans un délai, on va dire, relativement court, à une problématique de déplacement dans la ville. Voilà. Et donc le fait de le faire relativement rapidement, ça permet d'apporter des réponses sur la question de la pollution, sur le confort du déplacement. Ça, c'est essentiel. Les scientifiques, ils nous ont dit, vous avez 10 ans pour agir. Donc, si on cherche que des solutions qui sortiront de terre, enfin un métro ne sortira généralement pas de terre, mais en tout cas qui seront mises en œuvre d'ici 15 ou 20 ans, qu'est-ce qu'on fait en attendant? On attend que ça vienne? C'est ce qu'on fait depuis trop longtemps, d'attendre que ça vienne. Moi aujourd'hui, et je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je me présente à cette élection pour faire. Et pour faire en sorte surtout d'avoir des résultats le plus rapidement possible. Ça ne va pas être simple, parce qu'on a beaucoup de retard à rattraper. Vous me parlez des transports, je pourrais vous parler des écoles. On a mis trop de temps pour lancer des chantiers de construction de nouvelles écoles, alors que la population a augmenté sur la ville de Lyon. Mais maintenant, il faut rattraper ça. Voilà. Et il va falloir construire encore de nouvelles écoles sur la mandature. Voilà, ce qui n'a pas été fait est à faire. Voilà. Et en plus, les nouvelles écoles qu'on va construire, on doit les faire adapter au XXIe siècle. Aux canicules en été en particulier, enfin en été, dès le mois de juin, dans les écoles, il fait très très chaud, voire même parfois dès le mois de mai. Donc il nous faut des établissements scolaires qui soient à la hauteur des enjeux. Voilà. Donc ceux qui, comme vous le disiez, commentent, sont probablement des gens qui ne connaissent pas très très bien le dossier. Un mot pour conclure? Je suis ravi d'avoir répondu à vos questions, on a pris le temps et voilà. Et merci pour vos questions, puisque je vois que vous aviez extrêmement bien préparé aussi cette interview en me posant des questions particulièrement précises. Donc merci à vous. Merci à vous également.